Et puis un second Français, sur le point d'être identifié parmi les bourreaux djihadistes. En déplacement en Australie, François Hollande a confirmé ce matin les doutes sur la présence du jeune homme dans la dernière vidéo de l'organisation de l'État islamique. L'identité d'un premier homme, Maxime Ochard, avait déjà été rendue publique en début de semaine. Et on revient justement dans notre chronique du jour sur l'identification donc de ce second Français figurant parmi les djihadistes. Les médias ont communiqué ce matin l'identité d'un deuxième homme. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé des mouvements djihadistes, journaliste à France 24 également. Est-ce qu'on est sûr déjà de cette information qu'on ne communique pas pour le moment ? J'estime qu'on fait bien de ne pas communiquer cette information, ni cette identité de ce présumé second djihadiste, parce qu'il y a encore des doutes autour de sa réelle participation. Donc l'identité de ce Français qui a été divulgué, on sait très bien que ce Français est dans les rangs de l'État islamique. Mais on n'est pas sûr que c'est lui qu'on voit sur cette dernière vidéo de décapitation de pilotes syriens. Qu'est-ce qui fait le doute Ce qui fait le doute, c'est en premier lieu la couleur des yeux. Donc l'identité du Français divulgué, c'est un jeune homme qui a les yeux verts, alors que la personne qu'on voit sur la vidéo, elle a les yeux sombres. Mais surtout et aussi, c'est qu'on entend ce présumé Français, on va dire ça comme ça, parler un arabe parfait et même avec un accent syrien dans cette même vidéo, ce qui, à mon avis, peut laisser planer un doute sur le fait qu'il soit français. Alors, que nous révèle justement ce profil communiqué ces dernières heures ? En fait, le profil, si je puis dire, de Maxime Ochard, comme des autres Français ou des autres Occidentaux, parce que sur cette même vidéo, on voit un Belge qui a été aussi identifié, on voit un étudiant en médecine, un Britannique, un étudiant en médecine. Donc, ça nous démontre ce qu'on essaye d'expliquer depuis plusieurs mois, voire des années, qu'il n'y a pas de profil type, que ça concerne tout le monde. Ce ne sont pas toujours des gens qui viennent et qui sont d'origine arabe ou qui ont des origines musulmanes. Ce ne sont pas toujours des délinquants ou des paumés, entre guillemets, comme on dit. Il y a des gens très compétents aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique, des gens convaincus, motivés, peut-être pour de mauvaises raisons, mais c'est pas le propos. Mais il n'y a vraiment pas de profil type. C'est devenu un phénomène, on va dire, sociopolitique qui concerne tout le monde et tous les pays européens. Si ce n'est peut-être la similitude entre ces personnages, leur âge, ils sont souvent jeunes et récemment convertis. Bien sûr, il y en a certains qui sont jeunes, beaucoup se sont convertis récemment, oui, mais ça ne suffit pas à dresser un schéma ou un profil type, parce que ils vont tous, certes, pour les mêmes motivations, mais ils n'ont pas du tout les mêmes parcours. Donc il y en a certains qui sont de familles françaises lambda, d'autres qui ont des familles à problème, d'autres qui sont étudiants, d'autres qui sont ouvriers, des anciens délinquants, mais il faut savoir que ce qu'on pensait avant, comme quoi c'est tous des anciens délinquants ou c'est tous des gens qui ont des problèmes psychologiques, c'est avéré faux. Donc ces profils existent certainement, mais il y a une telle variété de profils qu'on ne peut pas dresser un profil type. Il faut balayer cette idée reçue, on l'aura compris. Il y a environ 1100 Français qui ont rejoint les réseaux djihadistes. Il y a Manuel Valls qui s'est exprimé à ce sujet tout à l'heure lors d'un déplacement dans l'Oise. C'est un phénomène qui touche la France, mais pas seulement, qui touche toute l'Europe, Wassim. Tout à fait, ça touche toute l'Europe et ça touche le monde, si je puis dire, parce que des djihadistes de par le monde rejoignent aujourd'hui la Syrie et l'Irak, parce que la Syrie et l'Irak ont une vraie symbolique religieuse donc dans l'islam, à la différence des autres théâtres de djihad précédents comme le Mali, l'Afghanistan ou le Yémen, parce que il est dit dans le hadith, donc un compagnon du prophète a dit que à Dabik, donc cette fameuse plaine où l'otage Kassig a été enterré, que c'est là-bas que la dernière bataille ou la bataille finale entre les armées musulmanes et armées occidentales aura lieu. Donc ça rend la Syrie et l'Irak très attirants, mais aussi ça démontre d'une certaine manière que vu les multiples pays d'où ces gens viennent, qu'il n'y a aucun système donc en Occident étatique qui arrive à remédier à cela, parce qu'on a en France un système laïque et on a ce problème. En Grande-Bretagne, le système il est communautariste, mais ils ont aussi ce problème. Donc, c'est parce que peut-être on vit dans une époque où il y a un réel vide idéologique et il y a des gens qui cherchent à autre chose et qui peut-être trouvent leur projet, leur nouveau projet de vie en Syrie et en Irak. Parce que, encore une fois, à la différence d'Al-Qaïda, l'État islamique a réussi à avoir une assise territoriale et avoir un projet politique au-delà de la terreur, bien sûr,
bon, la terreur est un moyen et c'est pas une fin. Donc les gens qui rejoignent l'État islamique aujourd'hui, ils ont un vrai plan de carrière, entre guillemets, ce qui rend ce groupe beaucoup plus attractif que d'autres groupes djihadistes ailleurs. Et pendant que vous parliez, on voyait derrière vous ces images de propagande dont use évidemment l'organisation de l'État islamique pour recruter, pour attirer ces jeunes et nouveaux combattants. Merci beaucoup, Wassim Nasr, merci pour cet éclairage.